En septembre 1994, la famille Bennett Robert, Hélène et leurs 2 enfants a fait ses valises pour un week-end dans leur chalet de campagne de l'Idaho. Ils ont expliqué à leurs voisins qu'il s'agissait simplement d'une escapade de quelques jours. Le temps changeait, les feuilles changeaient de couleur. Ce devait être un havre de paix familiale avant le retour des cours et du travail. On ne les a plus jamais revus. La porte d'entrée était verrouillée, le camion avait disparu. Mais à l'intérieur, les lits étaient faits. Les assiettes séchaient encore sur l'égouttoir de la cuisine. Une veste qu'Hélène portait toujours était accrochée près de la porte. On aurait dit qu'il prévoyait de revenir. Les équipes de recherche ont ratissé les routes entre la ville et le chalet. Elles n'ont trouvé aucun véhicule, aucun lieu d'accident, aucun signe de détresse. La famille avait tout simplement disparu, comme si elle avait été effacée. Au cours des 10 années suivantes, l'affaire s'est enlisée. Jusqu'à ce qu'un après-midi de 2004, lors d'une vérification discrète de preuves non traitées, un jeune policier ouvre une boîte en carton mal étiquetée. À l'intérieur se trouvait un appareil photo jetable provenant du domicile des Bennett, non développé. Lorsqu'ils ont récupéré les photos, une image prise de l'intérieur de la maison a fait reculer un détective chevronné, car elle révélait quelque chose, quelqu'un qui n'aurait pas dû être là. Lorsque les Bennett ont disparu, la panique n'a pas vraiment été au départ. Des gens disparaissent tout le temps, surtout dans un endroit comme l'Idaho, où les terres sont infinies, les routes sinueuses et l'espace est immense. Mais les Bennett n'étaient pas le genre de famille qu'on s'attendait à voir partir comme ça. Robert, le père, était ingénieur mécanicien dans une centrale électrique voisine. Routinier, constant, un homme qui mettait un point d'honneur à la précision. Il remboursait son prêt immobilier par anticipation, permutait ses pneus lui-même et entretenait la pelouse comme un terrain de golf. Hélène travaillait à temps partiel à l'école primaire comme aide-enseignante calme, gentille, du genre à se souvenir de l'anniversaire de chaque élève, même des années plus tard. Ils eurent 2 enfants, Jason, 9 ans, et Cathy, 6 ans. Ils vivaient dans une maison à 2 étages en bordure de la ville au bardage en vinyle, carillons éoliens en plastique sur la véranda, balançoire dans le jardin. Normal, du moins sur le papier. Le jour de leur départ, des voisins les virent charger leurs breaks, des sacs de course, une glacière, un sac de couchage attaché au toit. Jason tenait un petit caméscope. Cathy portait un lapin rose usé. La famille fit un signe de la main en démarrant. C'était censé être un week-end à la montagne. Leur chalet près du lac Thornberry était à environ 1h30 de là, un endroit où ils étaient déjà allés des dizaines de fois. C'était un vendredi après-midi. Le lundi matin, personne n'avait eu de leurs nouvelles. Hélène n'avait pas appelé sa sœur, comme elle le faisait toujours après ses déplacements. Robert avait manqué un service à l'usine sans prévenir, un événement qui, selon ses collègues, ne s'était jamais produit en 15 ans. Le mardi, la police avait été prévenue. Le premier contrôle fut à la maison. La porte d'entrée était verrouillée. À l'intérieur, la maison était impeccable. Le courrier était soigneusement empilé près de la porte. Les tasses à café étaient rincées dans l'évier. Le calendrier d'Hélène indiquait toujours le week-end marqué à l'encre bleue, CABIN. Rien ne semblait déplacé, sauf que la chienne, une golden retriever nommée Daisy, avait été abandonnée. Ni nourriture, ni eau. C'était étrange. Ils n'avaient jamais quitté la chienne. La police a ouvert un fichier de personnes disparues et a commencé à fouiller l'allée entre la ville et le chalet. Des hélicoptères balayaient les lieux, des plongeurs dans le lac, des gardes forestiers à pied. Le chalet lui-même était vide, rangé, de la nourriture dans le réfrigérateur, des vêtements dans la chambre, les draps tirés comme si quelqu'un y avait dormi ou y avait dormi intentionnellement. La voiture de la famille n'a jamais été retrouvée. Pas de traces, pas de témoins, pas de reçus. C'était comme si quelqu'un avait effacé le week-end. Le rapport initial décrivait l'affaire comme étant à faible risque, aucun antécédent de violence conjugale, aucun casier judiciaire, aucune dette connue, aucun litige relatif à la garde des enfants. Pourtant, quelque chose clochait. Les enquêteurs ont passé au peigne fin les dossiers personnels de la famille,
mais rien n'indiquait un plan de fuite. Pas de retraits importants, pas de garde-meubles bondés, pas de séjour dans des motels sous de faux noms. En 2 semaines, l'affaire avait disparu des médias locaux. En 2 mois, l'affaire était classée sans suite. L'année suivante, les Bennett n'étaient plus qu'une question sans réponse. L'un des enquêteurs qui avait travaillé sur l'affaire dès le début, l'inspecteur Avery Cole, gardait le dossier sur son bureau plus longtemps que la plupart. Il relisait parfois le rapport, surtout celui du garde forestier qui avait trouvé le journal de bord à moitié brûlé dans la cheminée de la cabane. Seuls les coins étaient brûlés, et il n'y avait que 3 lignes écrites à l'intérieur, « Il n'a pas dormi. Il a recommencé à marcher. Ne réveillez pas les enfants. » L'écriture correspondait à celle d'Hélène. À l'époque, cela n'avait pas signifié grand-chose. La cabane était vieille, pleine de courants d'air. Peut-être que quelqu'un marchant dehors l'avait surprise. Un coyote, une branche raclant le bardage. Ou peut-être parlait-elle de Robert, un dormeur agité, faisant peut-être les 100 pas la nuit. Mais l'inspecteur Cole n'apprécia pas cette 3e phrase, « Ne réveillez pas les enfants. » Cela lui est resté. Il a pris sa retraite en 2001. En 2004, une jeune officier nommée Marissa Duval aidait à nettoyer de vieilles boîtes dans l'entrepôt du commissariat lorsqu'elle en a retiré une de l'étagère marquée preuve non traitée de 1990 à 1999. Et la boîte ne portait ni date ni feuille de suivi, juste un morceau de ruban adhésif sur le devant avec le nom Bennett écrit au feutre délavé. À l'intérieur se trouvaient des bricoles, un porte-clés cassé, un sac Ziploc rempli de cubes et un appareil photo jetable Kodak jaune. Toujours en cours de développement, Marissa faillit le jeter avec le retard. Mais quelque chose l'en empêcha, le nom. Elle se souvenait de l'histoire. Tous ceux qui avaient grandi à Idaho Falls s'en souvenaient. Elle déposa donc la pellicule au seul labo photo encore en activité de la ville. 3 jours plus tard, elle récupéra l'enveloppe et l'ouvrit sur le parking. Les premières photos étaient typiques, Robert derrière le barbecue, Hélène brossant les cheveux de Cathy, Jason faisant une grimace à l'objectif. Puis quelques photos de l'intérieur du chalet, la cheminée, l'escalier, un jeu de société sur la table. Marissa les feuilleta lentement jusqu'à la dernière. La photo finale était plus sombre, légèrement floue, peu contrastée. Elle avait été prise à l'intérieur, la nuit, probablement dans la cabane. Les meubles semblaient écartés. Personne ne souriait, personne ne posait, juste un salon faiblement éclairé et une silhouette isolée près du bord du cadre. C'était Robert. Il ne regardait pas l'objectif. Il ne faisait rien du tout, en réalité il se tenait juste là, les bras le long du corps, sans expression. Mais quelque chose dans sa posture semblait étrange. Il n'était pas à mi-chemin. Il n'était pas distrait. Il semblait figé, comme si quelqu'un l'avait appelé et qu'il écoutait. La lumière du flash avait effacé une partie de l'image, mais son visage était suffisamment net. Marissa la fixa longuement. Dans cette série de photos remplies de rires, de jouets en désordre et de mouvements, c'était la seule où tout était immobile et Robert ne ressemblait plus à lui-même. Marissa Duval ne savait pas trop quoi faire de la photo au début. Elle n'était pas détective, juste une jeune policière en train de trier des réserves en service léger. Mais elle avait grandi en entendant parler des Bennett. Comme tout le monde à son âge. C'était une de ces histoires locales qui ne s'effacent jamais, même si elles ne sont jamais résolues. Une famille entière disparue. Pas d'adieu, pas de gros titres, juste disparu. Elle a placé l'enveloppe contenant le film développé dans un sac de preuves fraîches et l'a enregistré comme objet récupéré, puis l'a remis à la division des détectives avec une note accrochée dessus, « Affaire Bennett ». Film non développé, récupéré 10 ans plus tard. L'image finale pourrait nécessiter une révision. Sujet possible, Robert. C'est l'inspecteur Lia Lenning qui l'a récupéré. Il était novice à l'époque de la disparition des Bennett. Il avait sillonné le périmètre de recherche et aidé à organiser l'équipe de plongée près du lac. Il se souvenait encore de la cabane, du silence dans les bois, de cette sensation d'entrer comme si c'était déjà trop tard. Il fixa la photo un long moment. Robert ne faisait pas face à l'objectif. Ses épaules étaient légèrement voûtées.
Son visage était impassible et ses mains étaient baissées le long du corps. Cela ne semblait pas dérangeant, mais ce n'était pas normal non plus. Sur les autres photos, Robert était facile à repérer, toujours en mouvement, toujours en train de parler, toujours en train de gesticuler, riant avec ses enfants, plissant les yeux face au soleil. Mais sur celle-ci, il paraissait distant, déconnecté, comme si quelque chose avait déjà changé. Henning a apporté la photo au laboratoire pour une numérisation. Ils ont augmenté le contraste, rééquilibré la lumière et l'ont examiné pixel par pixel. Il n'y avait aucune silhouette cachée, aucun intrus, rien de manifestement déplacé, à l'exception d'un petit détail, l'horodatage, 3h14. Aucune des autres photos n'était horodatée. Le film était ancien, les métadonnées étaient incohérentes. Mais cette image, la dernière, comportait des données intégrées la situant au milieu de la nuit dans la cabane, après que tout le monde ait dû dormir. Si Robert avait pris la photo, pourquoi n'était-elle pas pointée vers quelque chose? Pourquoi photographier un salon sombre sans flash, juste l'immobilité? Henning a demandé le vieux dossier aux archives. Le rapport d'enquête original était volumineux, des centaines de pages, des entretiens, des photos de l'intérieur du chalet, des listes d'inventaire, des cartes de recherche. L'un des premiers rapports est ressorti avec émotion. Il s'agissait des notes d'entretien avec une voisine, Madame Calhoun, qui habitait en face des Bennett. Elle avait raconté une histoire étrange aux policiers en 1994, Robert était venu frapper à sa porte la veille de leur départ et lui avait demandé si elle pouvait consulter leur courrier pendant leur absence. Il avait dit qu'il ne serait absent que de nuit, mais il avait ensuite ajouté quelque chose qu'elle n'avait jamais oublié, si quelqu'un vous pose la question, dites-lui que vous nous avez vu partir. Sur le moment, cela n'avait pas déclenché l'alarme. Il plaisantait probablement. Mais lorsqu'Henning l'a relu 10 ans plus tard, l'effet n'a pas été le même. Pourquoi quelqu'un aurait-il dit ça? Pourquoi mentionner par anticipation une question? Henning relut les relevés de travail de Robert. Aucun signal d'alarme, aucune plainte officielle, une présence impeccable. Ses collègues le décrivaient comme quelqu'un de calme, fiable, un homme de chiffres, un peu sérieux, mais compétent. Mais Henning tomba sur une note. 6 mois avant sa disparition, Robert avait demandé 2 semaines de congés payés, pour un voyage familial hors de l'État, mais le service de paix confirmait qu'il ne les avait jamais prises, et personne ne les avait vues, ni lui ni sa famille, quitter la ville. Il avait annulé sa demande à la dernière minute. Sans explication. Ce n'était pas illégal. Mais si on ajoute tout cela à tout le reste, la photo de 3 heures du matin, la remarque désinvolte aux voisins, le silence au travail, cela ajoutait du poids. Henning décida de se rendre en voiture au chalet. Il n'avait pas été touché depuis des années. Le terrain était redevenu propriété de l'État, les impôts fonciers impayés depuis longtemps. Le bâtiment tenait encore debout, à peine. Un côté s'affaissait. Le toit se déformait. Il n'avait pas amené de renfort. Il n'en avait parlé à personne. Il voulait juste voir. Dès qu'il entra, l'odeur le frappa. Vieux bois, poussière, mule à viand. Tout était exactement là où il était 10 ans plus tôt, les lits superposés, le coin repas, la bibliothèque vide. Mais en balayant le fond de la pièce avec une lampe de poche, il remarqua quelque chose d'étrange. Un carré découpé dans le sol, une trappe d'environ 60 cm de large, au ras des planches. Elle n'avait jamais été mentionnée dans les rapports originaux. Il vérifia les photos de 1994. Le sol était dégagé. Avait-il été ajouté plus tard ou oublié? Henning l'ouvrit. Il craqua violemment et révéla un vide sanitaire d'environ 90 cm de profondeur, vide, juste de la terre, sauf qu'enfouie contre le mur du fond, à moitié recouverte de terre meuble, se trouvait une pile de cartons aplatis. Il descendit, s'accroupit et les épousseta. 3 cartons, dont 2 complètement vides. Le troisième portait un nom écrit au marqueur noir sur le côté, « Affaire de Cathy », à conserver précieusement. Il le sortit. La gorge serrée. À l'intérieur se trouvaient des livres pour enfants, un lapin en peluche et un dossier rempli de papier,
de dessins, de notes au crayon, de documents scolaires. L'un des dessins représentait 4 bonhommes allumettes se tenant la main devant la cabane. Mais un dessin, le plus petit, était griffonné en rouge, non effacé, juste barré à plusieurs reprises. Henning le fixa, puis leva les yeux vers la trappe au-dessus de lui, projetant un carré de lumière grise sur l'espace. Il n'y avait pas de réponse ici-bas, mais les questions étaient plus nombreuses que jamais. L'inspecteur Henning resta assis dans sa voiture, devant la cabine, pendant près d'1 heure. La boîte qu'il avait retirée de sous le plancher reposait sur le siège passager, refermé, mais son poids était différent. Non pas physique, mais émotionnel. Il repensait sans cesse au dessin au crayon. 4 bonhommes allumettes, main dans la main, debout devant la cabine. Le personnage tout à droite, le plus petit, griffonné en rouge. Pas une seule fois, pas négligemment, prudemment, délibérément. Cela ne ressemblait pas à quelque chose qu'un enfant de 6 ans ferait, du moins pas au hasard. Henning ramena les preuves au poste et les enregistra avec une note discrète, trouvée au chalet Bennett, pas dans l'inventaire d'origine. Il laissa le dossier de dessin de côté pour analyse. Puis il reprit les témoignages originaux. Un élément ressortait, qui ne lui avait pas semblé important auparavant. L'enseignante de Jason Bennett, Madame Alvarez, avait déclaré aux enquêteurs que Jason était arrivé à l'école anormalement fatigué la semaine précédant le voyage. Il avait posé la tête sur le bureau, refusant de sortir pour la récréation. Elle se souvenait d'une chose qu'il avait dite lorsqu'elle lui avait demandé ce qui n'allait pas, il marchait à nouveau hier soir. Elle supposa qu'il parlait d'un voisin ou peut-être du chien, mais si l'on ajoutait à cela la note d'Hélène dans le journal de bord de la cheminée du chalet, il marchait à nouveau. Ne réveillez pas les enfants. La coïncidence était trop flagrante pour être ignorée. Henning sortit la copie judiciaire du plan de la maison familiale. La chambre de Jason était au 2e étage, dans un coin, au fond. Celle de Robert aussi. Henning visita l'ancienne maison des Bennett le lendemain matin. Une nouvelle famille y vivait désormais. Ils le laissèrent entrer poliment, un peu curieux, un peu nerveux. Il se tint en haut de l'escalier et regarda le couloir. La chambre de Jason était à gauche. Celle de Robert et Hélène à droite. Le couloir craquait. Si quelqu'un avait fait des allers-retours tard dans la nuit, on l'aurait entendu. Il se retourna vers la fenêtre du couloir et regarda vers le jardin. Les feuilles avaient changé, comme le week-end où elles avaient disparu. C'était comme si le temps s'était enroulé sur lui-même. Avant de partir, la nouvelle propriétaire fit une remarque étrange. On reçoit encore leur courrier de temps en temps, dit-elle. Généralement des pacotilles, mais il y a environ 1 an, on a reçu une enveloppe en papier craft sans adresse de retour. Il y avait un seul Polaroid à l'intérieur, juste des arbres. On n'y a pas prêté attention. Henning demanda à la voir. La femme la sortit d'un tiroir. La photo était vieille, délavée et légèrement gondolée au coin. On y voyait une étendue de pins et de broussailles, mais pas grand-chose d'autre. Pas de personne visible, pas de point de repère, sauf dans le coin inférieur, à peine cadré, le toit d'une cabane. Henning la reconnut immédiatement. Le lac Thornberry. Il remercia la femme et emporta la photo pour analyse. Le laboratoire confirma qu'elle avait été prise au début du printemps, compte tenu de l'état de l'arbre et de l'angle d'éclairage. Le papier et la pellicule la dataient de 1995 ou 1996. Henning se demanda qui l'avait prise et pourquoi elle était réapparue 10 ans plus tard. Il demanda à consulter d'anciens relevés postaux, espérant trouver des échantillons d'écriture manuscrite ou des enveloppes similaires. Rien ne lui parvint. Plus tard dans la semaine, l'équipe médico-légale l'appela. Ils avaient nettoyé la photo de l'appareil photo, celle où Robert se tenait immobile dans le salon. Ils avaient retouché l'image. Rien d'extraordinaire n'apparaissait. Pas de silhouette cachée, pas de reflet, mais ils remarquèrent quelque chose de subtil. Dans la main gauche de Robert, près de sa hanche, il tenait quelque chose. L'objet était presque entièrement dans l'ombre. Mais une fois le contraste ajusté, l'objet ressemblait à un petit cylindre métallique,
probablement de la même taille que l'appareil photo jetable lui-même. Ce n'était pas celui qui avait pris la photo retrouvée dans la maison. Il devait donc s'agir d'un autre appareil, peut-être d'un deuxième. Henning se renversa dans son fauteuil. Si Robert avait pris cette photo et que quelqu'un d'autre en avait pris une autre, cela signifiait qu'il y avait peut-être une deuxième pellicule non développée. Il ordonna une deuxième vérification immobilière. Sans succès. Henning élargit la demande, vérifia les prêteurs sur gage des environs, les ventes aux enchères immobilières, et même les preuves de la police d'État concernant des affaires sans rapport dans la région. Toujours rien, jusqu'à ce qu'une semaine plus tard, un garde-chasse à la retraite nommé Lenny Brigg le contacte. Il avait entendu parler du regain d'intérêt pour l'affaire Bennett par un ami dans la forêt, et il dit se souvenir de quelque chose. « J'ai trouvé un appareil photo là-bas, dit-il. Il y a des années, sur le sentier du lac. Je ne savais pas quoi en faire. Je l'ai remis au poste de garde, mais je ne pense pas que quelqu'un l'ait récupéré. » Henning demanda une date. Ça devait être l'été 95. Je m'en souviens, car c'était la même semaine où ces kayakistes ont trouvé cette tente brûlée de l'autre côté de la crête. Henning appela. Le poste de garde possédait encore une boîte étiquetée « Objet trouvé », non trié, datant des années 90, et à l'intérieur se trouvait un deuxième appareil photo jetable, poussiéreux, décoloré, mais toujours intact. Il le rapporta lui-même au laboratoire. 3 jours plus tard, le film était développé. 7 photos au total. 2 images floues d'arbres. Une du lac au coucher du soleil. Une d'une portière de voiture. Une autre des pieds de quelqu'un sur un chemin de terre. Puis la 6e photo. Elle montrait le porche du chalet. Sombre. Une seule ampoule allumée. Personne dans le cadre, mais la porte était ouverte. Et dans le coin inférieur de la photo, à moitié coupée par le bord du cadre, il y avait une botte. Juste une botte face à l'objectif, comme si quelqu'un venait de sortir et de s'arrêter. La photo ne disait pas grand-chose en elle-même, juste le porche, une porte sombre, une ampoule projetant un léger halo au-dessus du cadre. Et cette botte tout en bas, à peine visible, usée, éraflée, lacée jusqu'à la cheville. Le détail qui retint son attention fut l'angle. Celui qui avait pris la photo se tenait sous le porche, non pas dessus, mais près de la première marche, visant légèrement vers le haut. Et la botte ne bougeait pas. Elle était immobile, ce qui souleva une question. Cette photo avait-elle été prise par l'un des Bennett ou par eux? Il la porta au laboratoire. Ils effectuèrent une analyse rapide de l'éclairage et de la taille de l'objet. La botte correspondait à un modèle de randonnée pour hommes, pointure 41, vendu au début des années 90. Henning vérifia les registres du DMV de Robert Bennett. Il portait des chaussures de pointure 41. Ce n'était pas une confirmation, mais cela réduisait le champ des possibles. Il sortit la photo suivante, la 7e et dernière de la pellicule. Celle-ci était plus difficile à déchiffrer. Elle avait été prise de l'intérieur de la cabine, mais le flash avait masqué une grande partie du premier plan. On ne voyait que de faibles contours, le bord d'une table, un morceau d'encadrement de fenêtre et ce qui ressemblait à un carnet à spirale posé par terre, le genre de carnet qu'Hélène avait utilisé pour le journal de bord familial. Henning examina l'horodatage. Cette photo avait été prise peu après 4 heures du matin, près d'1 heure après la dernière prise du premier appareil. Quelqu'un était encore éveillé, toujours en mouvement, toujours en train de prendre des photos. Il resta un moment avec cette pensée. 2 appareils photo, 2 nuits, et une série de petits moments épars qui, pris ensemble, dessinaient quelque chose de calme et d'étrange. Robert, immobile, dans une pièce sombre à 3 heures du matin. Une botte photographiée au bord d'un porche. Un carnet abandonné par terre. Le dossier initial de la personne disparue ne mentionnait ni une seconde caméra, ni une personne éveillée jusqu'au petit matin. Henning retourna au chalet. Il n'appela personne cette fois. Il voulait être seul avec cet espace. Il faisait plus froid maintenant, les arbres étaient nus, le vent s'infiltrait par les fissures du toit comme un souffle.
Il se tenait sur le seuil et observait le sentier où la botte avait peut-être été photographiée. C'était un sentier escarpé et rocailleux, un chemin étroit, avec du gravier et des broussailles envahissantes. Pas un endroit où l'on s'aventurerait la nuit, sauf pour chercher quelque chose ou pour partir. Henning retourna à l'intérieur et s'assit près de la cheminée. Les cendres s'étaient déposées depuis longtemps, mais en passant une main gantée sur le bord de l'âtre, il aperçut quelque chose. Un morceau de papier noirci se coinça dans l'espace. Il le retira délicatement. C'était un morceau de page de cahier, en grande partie brûlé, seuls quelques mots étaient encore lisibles. Je me suis réveillé, je n'ai rien dit, je suis resté debout. Je crois qu'il... C'était tout. La même écriture qu'Hélène. Henning la plaça dans un sac et inscrivit un seul mot sur l'étiquette, fragment. La cabane cédait maintenant des morceaux. Petite, silencieuse, mais cohérente. De retour au poste, il rouvrit l'interrogatoire initial avec Margaret, la sœur d'Hélène. En 1994, elle avait déclaré aux enquêteurs qu'Hélène l'avait appelée la semaine du voyage pour lui faire part de son inquiétude. Mais, plus profondément enfouie dans la transcription, se trouvait une phrase que Henning n'avait pas remarquée auparavant. Margaret avait dit qu'elle semblait fatiguée. Robert avait dit qu'il n'avait pas beaucoup dormi. Il avait dit qu'il était distrait. L'intervieweur avait rapidement poursuivi, sans insister. Henning décrocha le téléphone et appela Margaret lui-même. Elle vivait toujours à Spokane et répondit après 3 sonneries. Lorsqu'il lui expliqua qui il était, sa voix se crispa. « J'ai toujours su que quelque chose n'allait pas, a-t-elle dit. Mais ils m'ont dit qu'il n'y avait rien à faire, qu'il s'était probablement perdu. » Henning lui demanda ce qu'elle entendait par « ce n'était pas bien ». Il y eut un silence. Puis elle dit que c'était comme ça qu'elle le disait. Robert est de nouveau silencieux, comme si c'était déjà arrivé. Henning demanda si Hélène avait déjà mentionné quelque chose de précis. Elle a dit un jour qu'il se réveillait au milieu de la nuit et restait planté dans le couloir. Il ne bougeait pas, ne parlait pas. Elle pensait qu'il était somnambule, mais je ne sais pas. Henning la remercia et raccrocha. Il ajouta l'information à ses notes. Ce n'était pas une preuve, mais c'était une tendance. Il retourna à la salle des preuves et sortit une dernière fois la dernière enveloppe de l'appareil photo. Il regarda la dernière photo, celle avec le carnet par terre en zoomant, et cette fois, il remarqua quelque chose qui lui avait échappé, une ombre dans le coin inférieur droit. À peine visible, faible, mais suffisamment haute, assez sombre pour suggérer que quelqu'un se tenait juste hors de portée du flash, immobile. L'inspecteur Henning imprima à nouveau la photo finale, plus grande cette fois. Il l'épingla au tableau blanc de son bureau et recula. Tout était là, la table, le carnet par terre, le bord de la fenêtre et cette ombre vague dans le coin. Il ne pouvait l'expliquer. Pas encore. Ce n'était la preuve de rien, mais cela lui fit ressentir quelque chose, cet instinct instinctif des policiers quand ils savent qu'une histoire ne tient pas. Non pas à cause de ce qui est là, mais à cause de ce qui ne tient pas. Il fixa cette ombre pendant près de 10 minutes. Puis il prit le dossier et retourna à l'inventaire original du chalet. L'équipe de 1994 avait répertorié tout ce qu'elle avait trouvé, vaisselle, vêtements, bois de chauffage, linge de maison. Mais il manquait quelque chose à la liste qui aurait dû être évident. Il n'y avait aucune mention du carnet, celui dans lequel Hélène avait écrit, le même que l'on voit partiellement sur la dernière photo. Si elle n'avait pas été enregistrée et qu'elle n'était pas présente lors du premier ratissage, alors quelqu'un l'avait supprimée. Et celui qui a pris cette photo est peut-être celui qui l'a cachée ou détruite. Henning a contacté les services médico-légaux. Il leur a demandé d'effectuer une analyse de traces sur la reliure spirale du carnet visible sur l'image. Il a cherché des marques courantes, des formats de pages, des couleurs de papier, tout ce qui pouvait correspondre à un style de carnet spécifique. 2 jours plus tard, ils ont trouvé une correspondance, un carnet à spirale datant de 1992 à 1994, vendu en quantité limitée dans une librairie de la ville, Spindle, Paper and Supply. Henning vérifia les registres du magasin. Ils étaient anciens,
principalement papier, mais le gérant possédait une liste de clients réguliers datant du début des années 90. Un nom ressortait, Robert Bennett. Il avait acheté 2 de ces carnets 6 mois avant la disparition de la famille. Henning demanda un mandat pour perquisitionner à nouveau la propriété du chalet, cette fois avec un détecteur de métaux et un géoradar. Il ne savait pas exactement ce qu'il s'attendait à trouver, mais le procureur donna son accord, et une petite équipe fut dépêchée sur place avec des pelles et des capteurs. Ce fut un travail silencieux, lent. La majeure partie du sol était gelée par les premières gelées. Puis, près de la lisière des arbres derrière la cabane, une faible alerte. À environ 60 cm de profondeur, ils heurtèrent quelque chose de dense, enveloppé dans du plastique. Ils attendirent. Ce n'était pas un corps. C'était le 2e carnet, toujours scellé, intact. Ils le rapportèrent au laboratoire et le séchèrent soigneusement, page par page. L'écriture d'Hélène en occupait la majeure partie. Il y avait des notes quotidiennes, ce qu'ils mangeaient, leur arrivée, la dispute des enfants à propos d'un jeu de société. Mais les notes devenaient plus courtes, plus incertaines à mesure qu'on approchait des dernières pages. Et puis, 3 jours plus tard, il y a eu ça, Robert est resté éveillé la nuit dernière. Il n'a pas parlé, il a juste regardé. J'ai entendu la portière de la voiture s'ouvrir à 2 heures du matin. Personne d'autre ne l'a entendu. Le lendemain, il dit qu'il va bien. Il dit qu'il pense au travail, mais il n'y a rien à penser. Je ne pense pas qu'il dorme du tout. Et puis la dernière note. Il m'a dit de ne pas réveiller les enfants. Il a dit qu'on partirait demain matin. J'écris ça discrètement. Je ne pense pas qu'on parte. C'était la dernière page. Henning la fixa longuement. La date inscrite correspondait exactement à l'horodatage de la dernière photo, 4h03. Celui qui avait pris cette photo l'avait fait quelques minutes après qu'Hélène ait écrit ces derniers mots. Ce carnet aurait dû se trouver dans la cabane à l'arrivée de la police. Au lieu de cela, il avait été délibérément enterré. Et une seule personne aurait pu faire cela entre le moment où la note avait été écrite et le début des recherches. Robert Henning ne l'a pas dit à voix haute. Il ne l'a pas noté dans le dossier. Mais il a écrit une question sur un post-it jaune et l'a collée à côté de la photo sur le tableau blanc. Essayait-elle de partir? Cet après-midi-là, il appela l'école primaire de Jason et Cathy. La secrétaire se souvint de l'affaire et dit qu'elle retrouverait leur dossier dans les cartons d'archives. Quand Henning les récupéra, il y avait quelque chose de supplémentaire accroché au dossier de Jason, un dessin plié en 2. La date correspondait à la semaine précédant la disparition. On y voyait à nouveau 4 bonhommes allumettes, comme celui qu'Henning avait trouvé dans le carton du vide sanitaire. Mais cette fois, le plus petit n'était pas griffonné. À la place, la figure du père était dessinée différemment, pas de visage, juste un contour et une forme rouge dans sa main. Henning inclina le papier sous la lumière. La forme n'était pas claire. Cela aurait pu être un outil, un sac, une lampe de poche. Mais Jason l'avait dessiné d'une couleur différente. C'était le seul objet en rouge. Henning plaça le dessin à côté de la photo de Robert dans la cabane, celle où il se tenait seul dans le salon à 3 heures du matin. Il l'agrandit à nouveau, même posture, même angle. Et sur cette photo, la main de Robert était crispée sur quelque chose de trop petit pour être identifié. À la lumière du dessin, cela lui parut soudain comme un indice. Henning se renversa en arrière. La piste n'était plus froide. Elle tournait. L'inspecteur Henning retourna au tableau blanc et observa le collage qu'il avait assemblé, 2 photos, toutes 2 prises entre 3 et 4 heures du matin, un carnet enfoui, un dessin d'enfant et une série d'avertissements discrets écrits de la main d'Hélène. La question n'était plus de savoir s'il s'était passé quelque chose au chalet. La question était désormais de savoir ce qui avait déjà commencé avant l'arrivée de la famille. Henning a consulté les relevés téléphoniques originaux de 1994. Les données des lignes fixes étaient limitées, mais des appels sortants avaient été enregistrés depuis le domicile des Bennett dans les jours précédant le voyage. 2 jours avant leur départ, Robert avait passé 4 appels, un à son travail,
2 à la compagnie de gaz et 1 à un numéro non connecté. Henning a extrait les archives de la compagnie de téléphone. Le numéro avait appartenu à une quincaillerie, Greystone Supply, fermée en 1993, cette même qui vendait autrefois du matériel de chasse et d'extérieur. Henning a appelé un ancien employé dont le nom figure dans les archives municipales. L'homme se souvenait mal de Robert, mais il a dit qu'il venait discrètement et achetait toujours la même chose, de la corde et des outils. Rien d'illégal, juste quelque chose de précis. Puis, par curiosité, Henning demanda le relevé de carte de crédit du dernier mois des Bennett, les rares données restantes. Un débit avait été effectué 5 jours seulement avant leur disparition chez Rustic Rental, une agence de location de caravanes et de petits véhicules tractés près de l'autoroute. Mais aucune caravane n'avait jamais été mentionnée dans le dossier de police. Aucun témoin n'avait jamais signalé en avoir une attelée à l'arrière de la voiture familiale. Henning se rendit chez Rustic Rental et le trouva toujours debout, bien que sous un nouveau propriétaire. Il s'enquit des vieux registres, et le gérant eut la gentillesse de sortir un classeur poussiéreux du fond. Le nom de Robert y figurait. La note à côté disait « Remorque utilitaire louée. 3 jours. Client retourné en personne. Aucun problème. Date de retour, 2 jours après la disparition de la famille. » Henning relut la ligne. Client retourné en personne. Il tourna la page. Une signature manuscrite était à peine lisible, mais en dessous, quelqu'un avait écrit « Aucun attelage nécessaire ». Le client répondit « Déchargement à la propriété ». Henning referma le livre. Robert était revenu au moins une fois. Ce n'était plus une théorie. C'était un mouvement confirmé. Quoi qu'il se soit passé au chalet, Robert était parti ensuite, avait rendu la caravane, puis avait complètement disparu. Henning demanda des images de surveillance, sachant qu'elles étaient trop anciennes. Le directeur rit et expliqua qu'il n'avait installé de caméra qu'en 2001. Pourtant, le registre à lui seul modifia la chronologie. La dernière observation confirmée de Robert Bennett remontait à la disparition de la famille, et personne ne l'avait jamais su. Henning ajouta une nouvelle étiquette au tableau, déplacement de Robert confirmé après la disparition. Ce soir-là, Henning ressortit le carnet, celui qu'Hélène avait caché ou laissé derrière elle. Il le feuilleta jusqu'à la dernière entrée complète, la lisant lentement, comme si quelque chose pouvait changer entre les mots. Il m'a dit de ne pas réveiller les enfants, il a dit que nous partirions demain matin. J'écris ceci doucement. Je ne pense pas que nous partions. Cela ne ressemblait pas à de la panique. Cela ressemblait à de l'acceptation, comme si elle le savait déjà. Henning entoura une phrase, nous partirions demain matin. C'était la seule phrase qui sonnait encore comme de l'espoir. Puis il alla dans un coin de son bureau et sortit la grande carte topographique dépliante de la région de Thornberry. Il traça les routes, les lacets, le lac, et finalement plaça une punaise rouge à l'emplacement du chalet, puis une autre au dernier emplacement confirmé du véhicule familial. Puis une troisième à l'emplacement de Rustic Rental, à 2 heures de route. Le chemin emprunté par Robert après les événements ne menait pas vers la ville. Il était à l'ouest, en direction des anciens sentiers miniers. La plupart de ces terres étaient depuis longtemps envahies par la végétation. Des chemins coupe-feu oubliés, des chemins de terre abandonnés serpentant dans des forêts fédérales. Si quelqu'un voulait disparaître, c'est là qu'il irait. Henning demanda une analyse aérienne. 2 jours plus tard, il obtint une réponse, une image satellite datant de mi-1995, issue d'une étude forestière. La photo montrait une étroite clairière près du pied d'une crête. Dans cette clairière, une forme carrée, à peine visible, trop petite pour une cabane, trop régulière pour être naturelle, pouvait être une structure. Henning zooma. La qualité était médiocre, mais quelque chose dans la disposition semblait intentionnel. Il plaça une nouvelle épingle sur le tableau, puis fixa le sentier entre la date du dernier registre et la lisière de la forêt. Cette nuit-là, il demanda une faveur à l'unité locale de recherche et de sauvetage. Il ne dit pas ce qu'il cherchait, il demanda simplement quelqu'un qui pourrait le guider au cœur d'une terre qui n'avait plus de nom. Dès le lendemain matin,
ils partirent pour cette clairière, un pas de plus vers la vérité. L'air changeait à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la forêt. Le soleil avait à peine percé l'horizon que Henning et le guide entamèrent leur randonnée, sac léger et équipement minimal. Le sentier n'était pas balisé. Il n'y avait plus eu de sentier depuis des années. Les broussailles en avaient repris la majeure partie. Ce qui était autrefois un chemin de terre n'était plus qu'un cordon d'herbe aplati et de poteaux de clôture oubliés. Le guide, un certain Reed, se déplaçait avec l'aisance d'une vie passée en plein air. Il ne posait pas de questions, se contentant de suivre les coordonnées fournies par Henning à partir de l'ancienne image satellite. Ils marchèrent pendant des heures, sans un bruit, hormis celui de leurs bottes et du vent qui caressait les branches. À 11h42, ils atteignirent la crête. Reed désigna une dépression dans les broussailles à une 50aine de mètres. Là, dit-il. Ce n'est pas naturel. Henning avança, le cœur battant à un rythme lent et sourd. La clairière était plus petite qu'elle ne le paraissait sur la photo, environ 10 mètres de large. Au centre se trouvait un monticule de terre juste assez haut pour suggérer qu'il y avait eu quelque chose. Reed s'agenouilla et en déblaya une partie de la couche supérieure. En dessous, de la tôle ondulée à un toit enterré. Henning recula et appela. Ils notèrent les coordonnées et demandèrent une petite équipe de fouilles. En moins de 48 heures, une équipe de police scientifique arriva avec du matériel. Discrètement. Pas de presse. Pas de documents publics. Ce qu'ils ont découvert était une structure d'une seule pièce. Les murs en bois sous le toit en acier étaient partiellement effondrés. Un chalet de chasse abandonné depuis longtemps. Mais à l'intérieur, sous des couches de terre et de temps, ils ont trouvé des objets qui n'auraient pas dû s'y trouver, une chaussure d'enfant, une bouteille thermos rouillée avec les initiales KB gravées au fond au Cathy Bennett, une lanterne de camping correspondant à la marque figurant sur le reçu du chalet de la famille Bennett datant de 1994. Et sous une bâche, dans un coin du fond, séché malgré des années de mauvais temps, un petit sac de couchage fermé par une fermeture éclair, sans rien laisser paraître. Ils époussetèrent tout, le mirent dans des sacs, le notèrent. Henning se tenait sur le seuil et contemplait les murs mous comme pourris. Il imagina Robert debout là, seul ou peut-être observant, peut-être attendant, mais pas d'aide. Il n'y avait aucune trace de violence, aucune trace d'entrée ultérieure, juste des objets abandonnés et oubliés. Henning sentait que ce n'était pas là que tout s'arrêtait, mais peut-être là que Robert avait tenté de disparaître ou avait commencé à se dégrader. De retour au poste, il examina tout, la deuxième caméra, les notes du carnet, le journal enterré, la seule observation confirmée de Robert après la disparition de la famille.